Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est la Oui. Griffe Noire. Et donc, oui. et nous lisons. Et vous lisez surtout beaucoup, vous lisez tout. Et oui, et il y a alors moi, c'est une de mes séries policières préférées. Hein. Il s'appelle Albir Maberger, c'est pour moi, vous savez. Oui. Et là, le dernier s'appelle Les Ombres de Bombay, chez Liana Levy. Ouais. Et tous les précédents, en fait, il fait d'une grande fresque. C'est chez Liana Levy. Hein. Les précédents sont en format poche, je crois, en folio. En fait, il est d'origine, il est anglais, mais d'origine indienne et anglaise de souche, comme on dit. Hein. Oui, comme c'est souvent le cas. Et c'est un duo un couple d'inspecteurs. Alors, il y a l'inspecteur anglais, vous savez, bien sûr, il est roux, voilà, genre écossais, la caricature. Et puis à côté, il a son inspecteur, lui, il est indien. Et en fait, comme raconte l'auteur, c'est lui-même. C'est-à-dire que à travers les deux personnages, il a le côté indien et le côté la double, anglais. Voilà, il a permis, identité. il a donné. Et alors, ses romans se passent en Inde dans les années 20. C'est-à-dire que là commencent les notions d'indépendance, hein, les attentats et tout. Dans celui-là, vous êtes à Calcutta dans les années 20, et il y a un écrivain hindou qui est assassiné. Il y a le jeune inspecteur indien qui est premier sur le coup. Et il est accusé du meurtre, il doit s'enfuir et son patron vient pour le défendre. Alors là, c'est une grande fuite à travers l'Inde. Ils vont se retrouver à Bombay. Il s'avère que il est sûr que c'est les musulmans parce qu'il y a une guerre entre les hindous et les musulmans. C'est une fresque absolument incroyable. Vous y êtes, vous sentez, vous vous baladez dans les rues de Calcutta. Et puis il y a ce choc des cultures parce que lui, il est tenaillé, l'Indien, parce que il doit faire respecter l'ordre anglais, et puis d'un autre côté, il est pour l'indépendance indienne, donc psychologiquement, c'est assez compliqué. C'est absolument magnifique. Hein. Il fait une œuvre. Là, je suis absolument certain que ça restera. Vous avez une histoire de l'Inde à travers ces deux personnages et des crimes qui abordent des sujets différents à travers chaque roman. C'est somptueux, c'est intelligent. Il y a du recul, il y a de l'humour. En plus, il y a du recul, c'est-à-dire qu'il analyse bien la situation. La situation de cette double identité. Voilà, absolument. Et puis, vous découvrez parce qu'en fait, personne connaît beaucoup cette période 1920 jusqu'à l'indépendance. Vous allez découvrir Gandhi, vous allez découvrir la violence, hein, et puis le côté aussi pauvre, mais aussi somptueux de l'Inde. Ces deux personnages sont hyper attachants. Ne passez pas à côté de cette série, parce que pour moi, c'est une des plus belles... On peut appeler ça policière, mais c'est presque plus que ça. C'est la manière de rendre vivante l'histoire, c'est-à-dire et découvrir, parce que l'Inde est en train de devenir une des immenses puissances contemporaines. Et si vous voulez comprendre l'Inde d'aujourd'hui, il faut comprendre l'Inde d'hier. Et là, ces romans vous y aident, et c'est absolument passionnant. C'est hyper bien traduit, c'est attachant, c'est captivant, c'est documenté, c'est tout ce que vous voulez. Et pour moi, c'est vraiment une des plus belles réussites de ces 10 dernières années. Et je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite, hein, franchement. Et le dernier, vous lisez, vous êtes dedans complètement. C'est une saga. Ouais, c'est comme une saga, c'est comme. Ça n'a rien à voir, hein, mais c'est un peu l'équivalent des Rois maudits, vous savez, c'est-à-dire que là, ça n'a rien à voir avec les rois et tout, mais c'est cette manière de replonger dans l'histoire, de vous faire redécouvrir l'histoire, et puis de vouloir vous documenter un peu plus, c'est-à-dire redécouvrir qui était Gandhi, pourquoi il y a eu la partition, avec le vice-roi. Mais vraiment, c'est merveilleusement traduit, il y a tout. C'est passionnant, c'est intelligent, c'est documenté, c'est exotique dans le bon sens du terme, c'est dépaysant, c'est effrayant. Et puis, il y a quand même toujours le parallèle avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire cette notion de choc entre la culture et la civilisation occidentale et le choc de ces deux cultures. Deux visions du monde, deux visions de l'histoire, c'est vraiment merveilleux. Hein. Ça s'appelle Les Ombres de Bombay, il s'appelle Albir Maberger, c'est Maberjii, et c'est chez Liana Levy. Bon, donc ça, garanti. Ah ouais, là franchement, c'est voilà, même si vous aimez le polar, là vous serez complètement pris par le polar. Si vous aimez l'histoire, vous serez pris par l'histoire, et si vous aimez la bonne littérature, vous serez pris par la bonne littérature. Je peux pas faire mieux. Que demander de plus, hein, oui, absolument. Bon, on continue. Alors, on reste dans l'histoire, hein, c'est ma période en ce moment. Il y a deux petites merveilles qui sont... Merveille, c'est peut-être pas forcément le terme. C'est des choses qui n'ont jamais été traduites, qui ont été traduites en anglais, en allemand, mais jamais en France. C'est incroyable. C'est le bouquin de Christa Schröder qui s'appelle « Mémoire de la principale secrétaire d'Hitler » de chez Perrin. Alors, on connaît souvent... Il y a une précédente dont a été tirée, les mémoires ont été tirées, la chute de film, vous savez, sur
la fin de Hitler, Berlin. Elle s'appelait Trudel Junge, mais elle a été que les dernières années de Hitler. Et celle-là, elle est secrétaire d'Hitler depuis les années 1933 et elle va le suivre quotidiennement partout. Elle va vous raconter, par exemple, la nuit des longs couteaux où elle était, une espèce de foutoir. C'était à la fois prémédité, mais aussi ça improvisait absolument incroyable. Vous allez suivre Hitler, alors c'est assez commun, hein, c'est ce qu'on dit, il avait cette espèce de politesse viennoise par rapport aux femmes, il était très urbain avec elle, et puis elle va décrire aussi, elle va le suivre partout, hein, c'est-à-dire dans les... mais c'est vrai, c'est ses vraies mémoires, hein, c'est-à-dire vraiment... elle a vécu, c'est les mémoires de la secrétaire, hein, c'est pas un roman. Et pourquoi ça sort maintenant seulement? Je sais pas. Donc voilà, donc ça sort là, et puis elle va vous décrire aussi son côté lunaire à la fin, c'est-à-dire que ses sautes d'humeur, son côté végétarien, son côté queutard sans queue, c'est ce que j'appelle ça, queutard sans queue, c'est-à-dire qu'il voyait une femme, ce côté pervers, quoi, c'était absolument incroyable. Mais alors, ce qui est assez fascinant, c'est que malgré ce qui s'est passé avec la Shoah, tout ça, elle peut pas s'empêcher quand même quelque part d'avoir de l'admiration pour son patron. Elle est complètement. On comprend mieux comment ils ont été. Oui, sinon, ils ont été prises là-dedans. Non, ils ont été fascinés. Ce type était absolument. Pour elle, il était fascinant. Mais c'est surtout Hitler au quotidien. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes. Vous le côtoyez, vous regardez cette espèce de monstre, mais qui est à la fois monstre, mais qui est à la fois charmeur, qui est à la fois. Moi j'adore ce genre de truc parce que ça vous remet complètement dans le quotidien. Donc ça s'appelle mon chef. Ça s'appelle Mémoire de la principale secrétaire d'Hitler chez Perrin. Traudi Junge, elle s'appelle. Non, c'est Christa Schröder. Christa Schröder. Alors c'est pas parce qu'il y en avait une autre. Junger, c'était celle dont les mémoires ont servi à la chute de scénario, à la chute de le film, le fameux film sur les dernières heures de Hitler. On peut lire les deux. Hein. Ah oui, mais bien sûr. Et puis c'est chez Perrin. Donc Christa Schröder, c'était mon chef, mémoire de la principale secrétaire d'Hitler. Et puis donc le vôtre, c'est le dernier. Oui, le dernier, c'était les mémoires de la principale secrétaire d'Hitler chez Perrin de Christa Schröder. Mais il y a aussi un truc, c'est aussi chez Perrin. J'ai pas de chèque. Hein. Non, mais c'est un des principaux éditeurs de romans ou de livres historiques, absolument. Et là, il y a le dernier qui est aussi absolument fascinant, c'est Heinrich Hoffmann. Ce sont les mémoires chez Perrin, c'est le photographe de Hitler. Et là, vous avez comment ce tome se construit, comment il va... Alors déjà, c'est lui qui va lui présenter Eva Braun, hein. Donc déjà, et c'est lui qui est avec Hitler dès le début, et on voit les photos, c'est lui qui va lui apprendre à la gestuelle, comment fasciner les foules et tout. C'est incroyable. Et cet homme, il va le suivre absolument jusqu'au bout. Il va mourir dans son lit quand on voit c'était quand même un des complices principaux de Hitler. Avec ces trois livres, vous avez le parti nazi, ces gens, et vous les avez au quotidien on essaye de mieux comprendre pourquoi ils ont été comme ça. C'est vraiment, la caméra explore le temps, c'est l'histoire en direct. Alors, il faut avoir le recul, hein, parce que ces gens, c'est vraiment leur texte, hein, donc il faut. Mais c'est annoté, le Hoffmann, il est annoté, critique. On vous laisse pas comme ça tout seul. Ce que ce type raconte aussi, c'est une apologie, hein, quelque part. Mais allez-y, c'est vraiment des documents importants. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ce livre qui est paru il y a quelques années maintenant, mais qui est tout à fait d'actualité avec la diffusion du film en ce moment sur les plateformes The Apprentice, qui est l'ascension de Trump. Et le rôle qui a été joué par cet avocat, Roy Cohn. Il vient de ressortir. Et donc le livre, L'avocat du diable, écrit par Philippe Corbet, qui raconte en fait cet individu, cet homme, cet avocat qu'on voit dans le film, qui était un immonde petit rat, mais qui est donc très, très autoritaire, qui a donné tous les codes à Trump aujourd'hui, de ne jamais avouer. Il y avait trois points: ne jamais avouer, toujours attaquer. Je ne sais plus quel était le troisième. Et cet homme qui était homosexuel, qui est mort du sida, mais qui ne le disait pas parce que ça ne cadrait pas avec le personnage, un type, alors qu'on voit dans le film, mais là, dans le livre de Philippe Corbet, vous rentrez vraiment dans la psychologie dans la psychologie du personnage. Moi, c'est un livre qui m'a marqué. Hein, vraiment, incroyable. Mais il était plus disponible, ils viennent le ressortir, justement. C'est vrai ? Oui. Et là, il est ressorti dans les nouveautés. Et moi, c'est un de ces livres qui m'a le plus fasciné. C'est-à-dire que c'est la perversité, c'est le mensonge, c'est comment...
par le mensonge, par la perversité, par tout ce qu'on nous dit de ne pas faire, il va permettre la réussite, quoi. C'était un avocat quand même incroyable, quoi. C'était vraiment, c'est les coulisses noires des États-Unis. Oui, parce que c'est un avocat qui a gagné pratiquement tous ses procès. Donc ça s'appelle Roy Cohn, l'avocat du diable. Philippe Corbet, c'est chez Grasset, et donc c'est à nouveau disponible. Il a traversé, en plus, il a été au service de McCarthy. C'est un odieux personnage. C'est un personnage historique, mais il faut vraiment le lire. Ça se lit comme un roman, vraiment comme un roman, et c'est absolument génial. Juste une BD. Je ne sais pas si je l'avais fait. Non, c'est formidable, ça aussi. C'est Les piliers de la terre. Oui, c'est Didier Alcante et de Steven Dupré. C'est d'après l'œuvre de Ken Follett. C'est les piliers de la terre en BD. Et je trouve que pour les gens, les ados et tout ça qui n'aiment pas lire, c'est une bonne approche, parce que moi, je sais qu'on l'a fait à notre boutique BD, et ça leur a permis d'aller lire les piliers de la terre, parce que ça les a fascinés. Donc, si vous regardez les podcasts que vous allez faire, c'est obligatoire, vous allez voir, les illustrations sont excellentissimes, et c'est un les couleurs sont magnifiques. Et c'est une espèce de synthétique, de synthétisation. Parce que les piliers de la terre, c'est un pavé. Ça c'est 500 pages ou 600 pages, mais ça, pages. C'est une très très bonne idée. C'est paru chez qui ? C'est paru chez Robert Laffont Glénat. Chez Robert Laffont Glénat, donc les piliers de la terre, Ken Follett, qui est donc en bande dessinée, roman graphique. Voilà, on se retrouve dans un instant, et encore des livres, et toujours des livres. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, on va parler polar. Moi, j'ai lu, alors c'est vraiment pour le coup un maître du polar, parce qu'il connaît cela de l'intérieur, Christophe Molmy, c'est l'ancien patron de la BRI, aujourd'hui directeur de la brigade de protection des mineurs de Paris. Vous savez, parfois, vous ouvrez un livre, vous dites, bon, je vais regarder, et vous êtes happé par les premières pages. C'est là aussi une écriture d'une puissance absolument incroyable. Ça s'appelle Comme un papillon, c'est aux éditions de La Martinière. Ça sort là dans quelques jours. Ça sort le 4 avril, mais voilà, commandez-le chez votre libraire. C'est la couverture, c'est un papillon bleu. Ça commence, un homme rencontre une femme sur une application. Ils ont une nuit d'amour. Et puis, alors lui a vécu sa nuit d'amour, elle est racontée d'ailleurs assez bien. Et puis le chapitre d'après, c'est la jeune femme qui n'a pas du tout vécu la même chose, qui elle raconte un viol. Il est arrêté, il est enseignant, il est arrêté. Les menottes lui sont passées devant à l'école où il enseigne. Et là, c'est l'audition par une psychologue. Il y a des femmes autour de ça. Il y a son point de vue à lui. Il y a le point de vue de la victime. C'est extrêmement bien raconté. On voit que cet homme a vécu certaines de ces situations. Il y a cette experte auprès de la cour d'appel qui essaye de lui faire remonter à son enfance pour comprendre pourquoi il a agi comme ça. Est-ce qu'il a agi comme ça ? C'est très troublant, et c'est un polar, c'est un thriller psychologique, là encore une fois, puisque le crime a eu lieu, et c'est vraiment très, c'est la chute d'un homme qui pensait que rien ne pouvait lui arriver, et Christophe Molmy est vraiment un maître du polar. On peut faire ça s'appelle Comme un papillon, et c'est aux éditions La Martinière. On peut. Moi, il y a un truc qui m'a choqué et dont on a parlé, mais sans plus. C'est l'espèce de censure, auto-censure des éditions du PUF à propos d'un livre sur le wokisme. Et je trouve ça, en plus, cette espèce de silence, ça paraît normal, quoi. Je veux dire, il y a des éditions qui commandent un livre à des gens, le livre est fait, on leur dit que c'est bien, et puis parce qu'il y a 2 ou 3 intellectuels qui sont aussi universitaires, qui décident que, non, c'est pas possible, ces gens n'ont pas la qualité pour faire un tel livre, que c'est pas vrai, et que le PUF dit vu l'ambiance actuellement, on va pas éditer ce livre. Et alors qu'il a été commandé, lu, apprécié par l'éditeur, et qui, par la pression d'universitaires, je trouve ça absolument honteux et hyper inquiétant. Hyper inquiétant. Je veux dire, en plus, cette espèce de silence, c'est-à-dire que on peut être d'accord ou pas d'accord sur le wokisme, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est cette espèce de censure maintenant qui vient comme ça subrepticement. Ça vient à la télé, ça vient dans les médias, ça vient dans les journaux, ça vient dans les éditions. Et je trouve que le PUF là, c'est vraiment, moi je suis absolument dégoûté. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire que les presses universitaires de France, c'est pas un éditeur qui s'adresse quand même à un public très large. Et donc là aujourd'hui tout le monde parle de ça. Il y a une quinzaine d'éditeurs qui ont proposé aux auteurs, parce que c'est
un ouvrage collectif. De publier le livre. Donc, Mais je sais que je trouve ça absolument honteux et je trouve cette espèce de silence... Parce que ça a été long à se mettre en route. Hein, c'est parce que il y a quelques médias qui en ont parlé et ainsi de suite. Et je trouve que c'est assez caractéristique de ce qui se passe un peu dans l'université. Hein, c'est-à-dire cette espèce de je sais pas, c'est manque de liberté de parler, d'acceptation de l'autre. C'est ça la démocratie. Oui. Et voilà. Et je trouve que là, il y a des pans entiers qui sont grignotés et dans un silence relativement. Ça n'a pas choqué outre mesure beaucoup de libraires. Enfin, j'ai pas entendu non plus alors qu'ils poussent des cris d'orfraie sur d'autres choses. Voilà. Moi, je tenais à le dire parce que en tant que libraire. Non, mais vous avez raison. Alors un polar qui vous aglace. Alors attendez, là, vous êtes arrivé en me disant, je m'en suis pas là, je voulais faire un teasing avant, mais là, c'est un des. On en lit beaucoup de. Ouais. Et là, ça m'a. Mais franchement, c'est l'horreur absolue, c'est le mal absolu, c'est le polar absolu. Vous êtes. Ah ouais, mais je me le suis pris en plein dans la tête. Stephen King à côté, c'est quoi ? C'est la comtesse de Ségur, quoi. Vous êtes. Mais j'en ai encore des frissons. C'est-à-dire qu'on est en Angleterre, en Grande-Bretagne, et puis il y a une série de crimes, mais absolument odieux. Hein. Vraiment, ils vous décrivent. Vous êtes là, j'ai remis la lumière au maximum. Et quel est le point commun entre ces crimes ? Eh ben, le point commun, c'est qu'il y a un imitateur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui reprend les plus grands crimes iconiques des plus grands serial killers et qui les reproduit au fur et à mesure. Il y a 2 inspecteurs qui, à force de penser, mettent ça en lumière, et c'est qui est cet imitateur. Mais en parallèle, il y a une femme qui est accusée d'avoir assassiné son mari en ayant incendié sa maison. Il y a un inspecteur qui, alors vous verrez, qui est assez particulier, qui va l'aider et commence un road movie, une sorte de fuite. Et il s'avère que peut-être cette femme aussi, elle est victime de l'imitateur. Et c'est d'une intensité, mais c'est incroyable. Vous êtes dedans, vous dites non, ils vont pas y arriver, ça va pas y arriver. C'est pas. Et il y a une espèce de solitude aussi des inspecteurs. Il y a une espèce l'inspecteur qui va essayer de sauver cette jeune femme qui est accusée. Vous allez comprendre ce qu'il a vécu. Vous allez comprendre pourquoi il est dans cet état. Il n'y a pas c'est tout ce que la nature humaine a de plus sombre. C'est un polar absolument génial. Alors franchement, c'est dans mon panthéon. Ouais, ça c'est dans les polars qui m'ont. J'en ai encore la chair de. Et puis vous avez la fin. Alors il y a des fins. Hein. Il y a des fins. Je me suis pris des fins plein la tête. Mais alors là, cette fin. Vous y attendez pas du tout. Ah non, puis j'en ai encore des frissons. C'est abominable. C'est-à-dire, c'est pas moral. C'est pervers. C'est immonde. C'est pas juste. Et franchement, c'est un polar. Alors, redites le titre. Alors, c'est vraiment... C'est Sam Holland. Ça s'appelle L'Imitateur. C'est chez Harper Collins Noir. Si vous êtes amateur de polar, c'est... Mais obligatoire. Je veux dire, si vous lisez pas ça, vous êtes passé à côté d'un des grands trucs de ces dernières années, quoi. Bon, quand je dis truc, hein, parce qu'on va encore me dire que j'ai pas de vocabulaire, ce qui est vrai d'ailleurs. Oui. Mais comme les gens qui souvent m'écoutent, on est au même niveau, donc ça va. Voilà. Allez-y, c'est vraiment un incontournable. Ça vraiment, pour moi, ça a été un des gros chocs de cette rentrée. Ouais. Donc c'est chez Harper Collins Noir, L'Imitateur avec une couverture assez angoissante, d'ailleurs, rouge. Sam Holland. Et vous êtes en plein dans les arcanes de la police. Hein, vous êtes vraiment... vous pouvez pas imaginer. C'est pas dur. Je ne pouvais pas imaginer qu'on écrive un truc comme ça. Et voilà. Bon, très bien. Je suis pas bien là. Bon, 3 petits dragons pour apaiser. 3 petits dragons. Alors, c'est 3 petits dragons anges. Hein, ils vivent au ciel. C'est un livre pour enfants, je le précise, de Yue Zhang. Et donc, ils apprennent à contrôler la météo, à faire la pluie et le beau temps. Mais comme c'est 3 petits polissons, ils décident de faire pleuvoir. Donc, le grand chef du ciel, vous voyez, il est pas content du tout parce qu'ils ont inondé partout la terre, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus rien. Les dessins sont très jolis, très mignons. Joli, j'adore ça. Ça parle de la pluie, du beau temps, du bien, du mal, parce qu'en voulant s'amuser, on fait pleuvoir, puis on se rend compte que c'est pas sans conséquence. Donc pour les punir, ils sont envoyés sur terre, et là ils se font copines avec une sourisette. Ouais. Et Sourisette, Mademoiselle Campagnole, qui doit se marier, mais elle dit, voilà, il va pleuvoir tout le temps. Donc, ils repartent au ciel en disant, comment on fait pour faire revenir le soleil, alors qu'eux, ils ont balancé, ils ont de l'eau sur le soleil. Et puis, ça va bien finir, je vous le dis quand même. 3 petits dragons, c'est très, très mignon, c'est très joli. C'est encore à l'école des loisirs, et l'auteur s'appelle Yue Zhang. Très joli, très mignon. Vous voyez, ça apaise après votre serial, après votre serial killer.
Oui, surtout si vous avez un peu de dépression, voilà, ou si vous savez pas payer votre électricité, que vous êtes dans le noir, je vous conseille pas. Juste, alors je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ça m'énerve parce que ça ne fonctionne pas très 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 bien. Alors que moi j'ai adoré ce bouquin, ce roman, c'est de Jenny Lecote. Ça s'appelle L'été de la libération chez Mercure de France, et je trouve j'ai adoré. C'est subtil, c'est délicat, et puis en plus c'est l'histoire. On est à Jersey à la Libération, et alors peu de gens savent que les îles anglo-normandes, Jersey, ont été occupées par les Allemands, et qu'il s'est passé des choses absolument abominables sur ces îles, qu'il y a eu des déportés, qu'il y avait des camps, il y a eu des morts, il y a eu des fusillés. Peu de gens savent ça, et elle c'est l'histoire de sa famille, un peu, elle raconte. Et là, vous avez un couple normal, lui, il est quincaillier, alors il est un peu résistant, enfin... Ils écoutent la radio de Londres ensemble, voilà. Et puis il est dénoncé et il est emmené sur le continent. Arrive la libération, les bateaux reviennent, et la mère et la fille se disent on attend le mari, et le mari il reviendra jamais parce qu'on leur apprend qu'il est mort et qu'il a été dénoncé. Et là va commencer. Alors c'est en plus ce qui est sympa, ce qui est intéressant, c'est toute la description de cette société. Vous savez, c'est une île et tout le monde se regarde. On a confiance on n'a plus confiance en personne même. Et est-ce que ceux en qui on a confiance c'est les bons, peut vraiment leur faire confiance. Voilà. Et c'est tout. Et puis l'histoire de cette femme. Enfin, de la femme du mort, c'est absolument atroce. Et puis, il y a la fille. Et la fille, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, elle va s'en tirer par résilience. C'est-à-dire que elle est tellement prise par cette mer, par cette mort, par cette île. Elle va s'échapper, elle va réussir à se libérer de tout ça et c'est optimiste, quoi, quelque part. Donc, c'est un très, très beau roman. C'est un peu un polar, puisque c'est qui a dénoncé cet homme, mais c'est surtout psychologiquement finement fait. C'est c'est aussi une page d'histoire qui est méconnue, et je trouve que ça mériterait d'avoir beaucoup plus de succès que ça en a. Ça s'appelle L'été de la libération, c'est de Jenny Lecote, et c'est au Mercure de France. Magnifique. 2 petits livres. L'homme qui rêvait d'aimer, c'est de Jean-Paul Delfino. Ah, j'adore cet homme. Moi aussi, j'aime beaucoup cet auteur. Jean-Paul Delfino, c'est aux éditions Hervé Chopin. Alors, il est spécialiste, lui, de la culture brésilienne, de la musique brésilienne. Et dans ce livre, c'est une forme de conte. Et on est vraiment plongé, là aussi, dans le Brésil. C'est une écriture magnifique. Et donc, il raconte le voyage de Joao Amarelo, un jeune conteur qui est un peu un Jack Kerouac. Il est sans le sou et il a sauvé une princesse des griffes d'une malédiction. Il parcourt le monde entier. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Franchement, ça vient de C'est lui paraître. Qui avait écrit Guyane. Absolument. Qui était une merveilleuse histoire de la Guyane. Mais là, vous êtes vraiment plongé dans le Brésil, dans un univers un peu mystique, presque. On est entre la musique, l'art, les références folkloriques, un peu magie noire, etc. Non, c'est vraiment. Je trouve que c'est un des meilleurs raconteurs d'histoire français. Je raconte mal, mais c'est vraiment. C'est un meilleur raconteur. Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez pas lâcher parce qu'il a cet art de mettre en image les mots. C'est-à-dire, franchement, c'est incroyable. Très beau. Merci Gérard, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. À la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.